Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo sur le jeu John Company publié par Whirly Gig Games en 2022. Dans cette vidéo, nous allons voir l'action familiale ou la phase de la famille et comment on gagne le jeu. Alors, l'espèce de ruban rouge qu'on a ici, là, c'est en fait la séquence de jeu. C'est juste qu'au tour 1, on skip ce qu'on appelle la saison de Londres et on commence directement à la phase familiale qui est ici. Phase familiale, ça va assez vite. En commençant par le chairman, qui dans notre cas est le joueur blanc, puis en continuant dans le sens des aiguilles d'une montre, chaque joueur va faire une des 6 actions qui sont sur son player board ici, là, puis qu'on va voir en détail dans cette vidéo-là. La première action, c'est d'engager un scribe. Alors pour faire ça, si le joueur décide de faire ça, ben, il prend un des membres de sa famille puis il le place dans une des 3 présidences ici. Dans le setup, on a déjà placé quelques scribes. Scribes qui sont des employés de bas étage qui viennent là, des novices dans la compagnie finalement, mais c'est aussi une des rares façons, là, si ce n'est pas la seule, que vous pouvez insuffler du sang neuf dans la compagnie, puisque souvent ces scribes-là, quand les gens vont commencer à prendre leur retraite, ces scribes-là peuvent être considérés pour les remplacer. Alors c'est pas rare de voir un scribe grimper les échelons, peut-être même se rendre jusqu'à chairman. À noter que cette action-là spécifiquement, si on a 4 postes vacants ou plus à l'intérieur de la compagnie, quelqu'un qui fait cette action-là peut placer un deuxième scribe, pas nécessairement dans la même présidence. Alors, des postes vacants au début de la game, on n'en a pas. Et au fur et à mesure que les gens qui sont à des postes vont prendre leur retraite, ça va libérer certains de ces postes-là. Et on va remplacer finalement ces postes-là là, uniquement quand on va arriver ici dans la phase d'embauche. Fait que c'est pas impossible, ça arrive peut-être une ou deux fois par game, que quand on va arriver dans cette phase-là ici, la phase de la famille, c'est pas impossible qu'on ait 4 postes ou plus à combler. Si c'est le cas, ben c'est un petit élément de motivation là, d'engager des scribes de plus. Puis c'est fait comme ça dans le jeu parce que, comme je disais souvent, là, les scribes, c'est parmi eux qu'on va recruter un coup mal pris peut-être pour combler des postes. Fait que c'est pour encourager les joueurs à faire ça. Deuxième action que vous pouvez faire, c'est de engager un officier finalement là, que vous allez mettre ici dans la slot là, du poste des affaires militaires. Fait que ça, on appelle ça un officier en entraînement. Que quand va venir le tour là, de la personne, dans notre cas, le joueur bleu qui est en charge des affaires militaires, va prendre cet officier-là, là, puis va l'assigner à une des 3 armées qu'on a en haut. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est payer le montant que vous voulez ici, là, 2 piastres, 3 piastres, 3 piastres, 4 piastres ou 5 piastres. Donc, vous payez ce montant-là, puis vous venez mettre un membre de votre famille ici. Ça, c'est un peu la file d'attente des gens là, qui veulent se procurer là, une action dans la compagnie. Là. Fait qu'on va y revenir parce que ça, c'est résolu tout de suite après quand la phase familiale est terminée. Mais pour l'instant, cette action-là, ce que vous faites, vous payez, puis vous venez mettre, évidemment, plus vous êtes à droite, plus c'est avantageux. C'est pour ça que le prix est plus élevé. Là. Mais mécaniquement, vous ne faites que payer puis mettre le membre de votre famille à l'endroit que vous voulez. Les 3 autres choses, c'est pour vous procurer là, les fameuses petites entreprises. Là. Soit vous procurez un chantier naval, un atelier ou un workshop là, ou un espèce de truc de luxe. Là. Alors ça, c'est tout payant, ces affaires-là. Alors un chantier naval coûte 2 dollars, le prix est toujours en haut à gauche. Un chantier naval coûte 2 dollars, un bien de luxe coûte 4 piastres, puis un atelier coûte 5 piastres. Si on fait l'anatomie de ces affaires-là, bon, ben, quand vous achetez un chantier naval, vous allez prendre le bateau qui va avec et vous allez le placer sur la carte. Alors, le bateau est considéré, il n'est pas prêt à naviguer encore, il est considéré unfitted. Vous allez devoir faire certaines faveurs au manager du shipping pour qu'il puisse équiper votre bateau pour que vous puissiez là, en récolter tous les bénéfices. Là. Fait qu'un chantier naval vous donne une de ces icônes-là ici, là, où on arrive à la description de ça quand on va parler de la victoire, vous donne aussi un vote supplémentaire quand va venir le temps de voter sur des lois là, qui sont proposées par le Parlement. Tant que votre bateau est ici, c'est tout ce que le chantier naval vous donne. Par contre, une fois que votre bateau est placé, vous venez de découvrir cette affaire-là ici. Alors, le chantier naval va vous rapporter 1 piastre à la fin de chaque tour. Alors, c'est une façon quand même de faire des revenus. Puis au prix qui coûte 2 piastres, si vous réussissez à avoir votre bateau en mer, ben, vous allez peut-être être capable de même retourner chercher là, le prix que le shipyard vous a coûté.
Le bien de luxe, ben, c'est des points de victoire. Ça vous donne cette icône-là ici là, de chapeau, chapeau melon. Mais surtout, ça vous donne des points de victoire. Fait que dès que vous achetez ça, vous bougez votre disque de points de victoire là, de deux cases en avant là, pour signifier là, que vous avez des points de victoire additionnels. On va revenir à cette icône-là ici, l'icône de la fenêtre. On va y revenir, ça sera pas long, peut-être dans cette vidéo-là, on va voir. L'atelier coûte 5 pièces, c'est lui qui coûte le plus cher. Vous donne une pièce de revenu là, qui n'est pas conditionnelle à rien, là, contrairement au chantier naval. Donc, vous donne vraiment une pièce de revenu. Vous donne 2 votes pour voter au Parlement. Et vaut un point de victoire si la compagnie fait faillite. Seulement. Alors, vous ne mettez pas ces points de victoire-là immédiatement. Vous allez les mettre uniquement à la fin de la game. Il vaut un point de victoire uniquement si la compagnie fait faillite. Et cette icône-là ici de l'engrenage est aussi là. Fait que là, on vient de voir 3 des 4 icônes là, qui se retrouvent ici dans ce qu'on appelle les Power Tokens. Fait que quand vous faites cette action-là, vous payez, vous prenez la petite carte, vous la mettez proche de votre player board et that's it. La seule affaire à savoir pour la phase de famille, c'est que une fois que vous prenez une action, vous allez mettre votre fameux token d'opportunité dessus. Fait qu'au début de la game, votre token d'opportunité n'est pas sur votre board, il est à côté de votre board. Dès le tour 1, quand vous prenez une première action de famille, vous allez mettre votre token dessus. Tout ce que ça fait, c'est qu'au prochain tour, si vous refaites la même action, vous pouvez la faire 2 fois. Si par exemple, j'ai pris un officier au premier tour, si j'arrive au deuxième tour, ça me tente encore de prendre un officier, ben là, je vais prendre 2 membres de ma famille, puis je vais venir les mettre ici, là, à l'académie militaire. Évidemment, si vous mettez ça ici, puis au tour d'après, vous voulez acheter 2 ateliers, ben ça va quand même vous coûter 10 pièces. Vous payez le prix des affaires que vous achetez quand même. C'est juste que vous pouvez faire l'action 2 fois. Qu'est-ce qui arrive si on fait ça? Une des questions les plus demandées. J'avoue que ça aurait pu être plus clair sur le board. Qu'est-ce qui arrive si on fait ça, puis il y a 4 postes vacants? Ben là, vous êtes autorisé à placer 3 scribes. Dans la version que moi j'avais jouée, je sais pas si c'est le module Tabletop Simulator qui est en retard, là, mais dans la version physique que moi j'ai jouée, là, c'est écrit que dans le fond, s'il y a 4 postes vacants, vous pouvez faire ça une fois de plus par tour. Alors c'est un petit peu plus clair. Vous pouvez mettre un writer de plus par tour. Fait que pour être clair, si vous avez votre jeton ici, puis vous refaites ça le tour d'après, puis qu'il y a 4 postes vacants ou plus, c'est 3 scribes en tout que vous allez placer dans les différentes présidences. À la fin de cette phase-là, on va regarder si la compagnie est en dette. La compagnie est endettée. Fait que, par exemple, si le marqueur de dette est ici, là, si le marqueur de dette est à 0, c'est terminé, la phase de la famille est terminée. Si le marqueur de dette est plus grand que 0, là, c'est là qu'on va venir regarder s'il y a des joueurs qui sont venus se placer ici. Et si oui, dans le fond, pour chaque dette qu'on a, on va réduire la dette de 1 et on va venir prendre le premier joueur qui est ici et on va le promouvoir dans ce qu'on appelle là, le fameux conseil d'administration, si on veut, le Court of Directors. Fait qu'imaginez que la dette est à 2, puis que, je sais pas, moi, le bleu est venu se placer ici, le jaune est venu se placer ici, puis le vert est venu se placer ici. D'abord, pour être clair, même si la dette est à 0, quand va arriver la fin de la phase familiale, on va prendre tout ce beau monde-là et on va les tasser à droite, au maximum possible à droite, en gardant l'ordre. Fait que les joueurs se ramasseraient comme ça. Si la dette est à 2, puis qu'on a les joueurs qui sont placés comme ça, ben là, on commence avec le monde à droite. Fait que là, on réduirait la dette de 1, on prendrait Monsieur Bleu, puis on viendrait le mettre ici. On réduirait la dette d'un autre, on prendrait Monsieur Jaune, puis on viendrait le mettre ici. Puis là, après ça, ne pouvant pas réduire la dette plus, ben, le vert est pogné pour rester là, mais au moins, il se tasse gratuitement, complètement à droite. Alors, au prochain tour, si la compagnie reprend sans dette à nouveau, ben là, c'est le vert qui est assuré d'être premier sur la liste d'attente pour passer au conseil d'administration. Alors ça, c'est très utile pour, réduire la dette de la compagnie, parce que vous allez voir qu'on l'endette en tabarnak, la compagnie, puis ça va vraiment vite. Puis c'est une façon aussi pour les joueurs de joindre le conseil d'administration et le Court of Directors qu'on appelle. OK.
Maintenant, je vous en savais assez pour que je puisse vous dire comment on gagne la game. Fait qu'à la fin de la game, c'est le joueur qui a le plus de points de victoire qui gagne. En cas d'égalité en nombre de points de victoire, le premier bris d'égalité, là, c'est le nombre de fenêtres, le nombre d'icônes de fenêtres. Alors, pour chaque personne que vous allez avoir qui vont avoir pris leur retraite là, à partir d'ici jusqu'en bas, vous avez un certain nombre de fenêtres c'est cumulatif finalement. Fait que si vous avez deux personnes ici qui ont pris leur retraite, vous avez un total de quatre fenêtres. Il y a une icône de fenêtre aussi sur chaque bien de luxe que vous pouvez acheter. Puis ça, c'est le premier tiebreaker. Faire attention, par exemple, on va y revenir, mais les fenêtres, c'est aussi quelque chose qui peut être taxé régulièrement. Et puis, là, vous allez dire, c'est bizarre de taxer des fenêtres, mais j'avais déjà entendu cette histoire-là, je me rappelle pas quand, dans ma vie, là. Mais évidemment, là, avant l'ère des comptes de banque électroniques puis tout ça, là, c'était un petit peu dur de savoir c'était quoi, d'évaluer la fortune de quelqu'un. Alors, tout simplement pour savoir si les gens qui étaient riches puis qui aimaient ça péter de la broue puis qui aimaient ça flasher, on comptait le nombre de fenêtres sur leur résidence. OK? Puis plus il y avait de fenêtres, plus les gens étaient taxés. Parce qu'à l'époque, une des affaires qui coûtait bien cher, c'était le chauffage. Puis là, ben, si tu avais beaucoup de fenêtres, ben, ça veut dire que là, justement, tu avais une maison plus difficile à chauffer, mais tu t'en colissais parce que tu avais de l'argent et tu étais riche. Fait que donc les fenêtres peuvent être taxées, mais c'est aussi le premier tiebreaker. Puis s'il y a encore égalité au niveau des fenêtres, ben le joueur qui est premier ministre, s'il fait partie des joueurs qui sont égaux, gagne. Puis sinon, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du joueur qui est le premier ministre. Alors regardez où vous êtes assis, mais il y a obligatoirement un et un seul winner à la fin de ce jeu-là. Il ne peut pas y avoir de nul. Fait qu'on part du premier ministre puis on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre si jamais c'est égal au niveau des BP et c'est égal au niveau du nombre de fenêtres. OK. Quand la partie se termine, évidemment, les joueurs vont déjà être quelque part sur la traque de points de victoire, ne serait-ce que parce que ils ont des membres de leur famille qui ont pris leur retraite dans des endroits cossus. C'est la principale source de points de victoire. Il y a des biens de luxe qui ont été achetés, c'est une autre grosse source de points de victoire. Et les conjoints-conjointes qui se retrouvent sur cette traque-là, c'est aussi une assez bonne source de points de victoire. La plupart des cartes de conjoints-conjointes valent un certain nombre de points de victoire. Mais encore, c'est pas fini. On va regarder ce qu'on appelle là, au niveau du pouvoir, là. Il va y avoir une récompense assez substantielle, dépendamment on est où dans le game, au niveau du pouvoir. Alors pour calculer le pouvoir, c'est pas compliqué. Le joueur qui est le premier ministre a 2 points de pouvoir automatiquement. Le joueur qui est premier ministre au moment où la game se finit. À chaque fois que le premier ministre présent ou passé réussit à passer une loi, il reçoit un jeton là, de loi passée. Ça va être quelque part ici. Puis ça, il y a un petit symbole là, de pouvoir ici. Au niveau de leur prouesse militaire, les commandants aussi des différentes armées peuvent recevoir des trophées qui valent un certain nombre de pouvoirs. Fait que ça, c'est ça, ça, c'est ça. Les cartes de chantage aussi, la grande majorité des cartes de chantage ont une quantité de points de pouvoir. On voit en bas à droite de cette carte-là qu'elle vaut 2. Vous avez cette quantité de pouvoir-là, que la carte soit face-up ou que la carte soit face-down. Que vous l'ayez utilisée ou non. Vous avez droit aux points de pouvoir. Vous pouvez les révéler au pire à la fin de la game. Fait qu'il pourrait y avoir un petit peu d'incertitude s'il y a des joueurs qui ont encore des cartes de chantage face down, à savoir qui est le premier en termes de pouvoir. Puis là, après, ça, je dois dire, c'est crissement fascinant, là. Ça commence comme ça, là. Donc, dans la situation actuelle, les chantiers navals, très bien, je check cet adjectif-là. Alors, les chantiers navals et les ateliers valent 0 point de pouvoir. Les actions dans la compagnie, chaque action dans la compagnie représentée par ce symbole-là valent 1 de pouvoir. Et les biens de luxe valent 2 points de pouvoir. L'affaire, c'est qu'en cours de game, ces jetons-là vont changer de place. Ça va arriver, on va voir comment, là, mais ça pourrait arriver qu'en cours de partie, ça va arriver, en fait, fort probablement, qu'en cours de partie, ces jetons-là changent de place. C'est même possible qu'au final, euh, les, les, euh, les chantiers navals se retrouvent en premier, puis les ateliers en deuxième, puis les actions de la compagnie puis les biens de luxe valent pas rien au niveau des points de pouvoir. Ok, ça se peut, ça. Fait que ça va bouger, ça va se promener. Tout ça pour dire, là, quand on arrive au photo finish à la fin, puis qu'on calcule les points de victoire, ben là, dans ce cas-là, les joueurs reçoivent 2 points de pouvoir pour chaque chantier naval qu'ils ont.
un point de pouvoir pour chaque atelier qu'ils ont, puis tant pis pour ceux qui ont des actions dans la compagnie puis des biens de luxe. Ça donne d'autres avantages, mais au niveau des points de pouvoir, ça ne donnera rien. Fait que vous faites la somme de tout ça, ces trucs de pouvoir-là ici, qui est le premier ministre, qui a passé des lois, parce que le poste de premier ministre, comme n'importe quel autre poste, va changer de main en cours de partie, fort probablement, qui a des trophées militaires, puis qui a des cartes de chantage, vous faites la somme des points de pouvoir. Celui qui en a le plus, s'il est seul en tête, reçoit la paye en points de victoire qui est ici. Et le deuxième, s'il est seul en deuxième place, reçoit la paye en points de victoire qui est ici. Et tout dépend à quel tour la game s'est terminée. Plus la game se termine tard, plus c'est payant, le pouvoir. Fait que si ça se termine dans les trois premiers tours, c'est pas vargeux. Mais si ça se termine au tour 4, 5, 6, ça commence à être intéressant. Puis au tour 7 puis 8, ça commence à être intéressant en coalice. 8 points de victoire pour la personne qui a le plus de points de pouvoir. En cas d'égalité en tête, deux joueurs sont à égalité en tête, ils vont se partager la deuxième place. Donc les deux recevraient un point de victoire. S'il y a quelqu'un qui est en tête, il reçoit 3 points de victoire. Si en deuxième place, il y a égalité, les joueurs en deuxième place reçoivent fuck all. Ils reçoivent rien du tout. Alors c'est quand même assez sévère, mais voilà, c'est fait comme ça. Donc on assigne, on fait le calcul, puis ça, les points de pouvoir, comme je dis, la seule surprise peut-être que vous pouvez avoir, c'est des cartes de chantage qui seraient face down. Assumez qu'une carte de chantage face down vaut peut-être 1 ou 2 points de pouvoir, mais généralement, on le sait. Quand on arrive pour calculer ça, là, des fois, on n'a même pas besoin de le recalculer. La personne qui est en premier sait qu'elle est en premier, la personne qui est en deuxième sait qu'elle est en deuxième. C'est pas ça qui va vous créer des surprises. Ensuite, on va scorer les actions de la compagnie et les ateliers. Les ateliers, c'est simple, rappelez-vous, ils valent 0 si la compagnie est encore debout, puis ils valent 1 point de victoire si la compagnie a fait faillite. Les actions, ça c'est délicieux et flavorful. Alors, si la compagnie a fait faillite, chaque action enlève 1 point de victoire à son propriétaire. Et si la compagnie a réussi, chaque action donne 1 point de victoire à son propriétaire. Alors, les actions, on ne les ajuste pas tout de suite parce que tout dépend du destin de la compagnie. Si ça chie, évidemment, là, ben, les gens qui avaient des actions vont être blâmés, fort probablement. Puis si jamais la compagnie réussit, ben, au contraire, les gens qui ont des actions vont être applaudis, vont être acclamés. Et ensuite, c'est là que se trouve la grosse incertitude dans la fin de ce jeu-là. On aime ou on n'aime pas. Si la compagnie a réussi, on va quand même exceptionnellement, là, même si officiellement le tour se termine ici, puis habituellement, là, pour faire prendre la retraite des gens, ça se fait dans le London Season. Mais les règles disent que, bon, mettons, comme le scénario de 1710 dure 5 tours, quand on arrive à la fin du cinquième tour, on va quand même faire les jets de dés pour savoir qui prend sa retraite parmi tous ceux qui occupent un poste. Puis ensuite, là, les gens vont essayer là, une dernière fois de leur faire prendre leur retraite dans des endroits très payants. Fait que là, il y a de l'incertitude. Parce que là, vais-je réussir à prendre ma retraite ou non? C'est un jet de dés, ça, pour savoir si vous prenez votre retraite. Il y a quelques petits modificateurs, on va y revenir, là. Mais c'est un jet de dés, fait que vais-je réussir à prendre ma retraite ou non? J'en ai-tu deux qui vont prendre leur retraite, un qui va prendre sa retraite, aucun qui vont prendre leur retraite, puis j'aurai pas l'occasion d'en faire plus. Fait que ça, c'est l'incertitude si la compagnie réussit. Si la compagnie fait faillite, là, c'est incertain en crise. Parce que là, vous avez 6 petites cartes ici de faillite de compagnie. Et vous allez brasser ces cartes-là et vous allez en tirer une et vous allez appliquer les effets de cette carte-là. Et essentiellement, euh, au niveau du thème, ce qui est représenté par cette carte-là, c'est qui les gens vont-ils blâmer pour la faillite de la compagnie. OK? Fait que les gens qui ont des actions sont déjà blâmés par défaut, mais encore, le peuple affamé en veut plus, là, puis il veut chier sur quelqu'un d'autre. Alors, qui va être blâmé? Fait que, si je vous donne un exemple avec celle-là, euh, bon, ça se dit qu'elle est tout croche, en tout cas. Dans ce cas-là, ici, c'est le Parlement. C'est le Parlement, puis là, il y a un petit peu de flavor text, là. Mais dans le fond, là, chaque joueur perd un VP pour chacun de ces tokens de loi qui ont été passés. Et ensuite, le premier ministre perd 2 VP. Alors, quand on sera ici, vous ne pouvez jamais être sûr de rien. Et ce que le designer a dit avec raison, c'est que si votre but, c'est que la compagnie fasse faillite, là, ben, assurez-vous d'avoir une assez bonne
un assez bonne avance au niveau des points de victoire parce que vous savez jamais ce que ça va vous péter d'en face. On vient qu'on les connaît, les 6 cartes, on les recheckera peut-être à la fin des vidéos, là. Mais n'empêche, là, vous ne serez jamais sûr de laquelle vous allez piger. Puis des fois, vous allez arriver dans une situation où vous allez dire, bon ben, je gagne si c'est la carte A, B ou C qui sort, puis je perds si c'est la carte D, E ou F qui sort. C'est bien rare que vous allez dans une situation où vous allez dire, ah, peu importe la carte là-dedans qui sort, là, je suis correct. Fait qu'imaginez le joueur qui est premier ministre actuellement, puis que ça fait un petit bout qui est premier ministre, qui a réussi à passer 2 lois depuis qu'il est premier ministre, ben lui, il perd 4 points de victoire. Puis c'est énorme, là. Ça, c'est pas un hostie de jeu. Excusez, je m'en allais niaiser d'autres jeux de bas étage, je vais me retenir. Mais j'allais dire, ceci n'est pas un jeu avec une piste de 100 points de victoire. Ok, c'est très tight, là. Vous allez finir, là, genre une personne à 10, une personne à 8, une personne à 7. Fait que, tu sais, là, c'est très, très serré, là. Fait que de perdre 4 points de victoire, c'est pas comme si la game finissait 102 à 97, puis, tu sais, là, c'est très tight, les points de victoire. Fait que ces cartes-là, ça peut scraper la game de quelqu'un. Et la réponse de Cole, vous aimez pas ça, ce hasard-là, ben faites en sorte que la compagnie réussisse. Ben bon, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Il y a d'autres joueurs peut-être qui veulent que la compagnie chie. Euh, mais bon, bienvenue dans les jeux semi-coop, même si c'en est pas un officiellement, là. Mais les jeux où on travaille ensemble jusqu'à un certain point, mais qu'il n'y a qu'un seul vainqueur. Mais tout ça pour dire, rappelez-vous que ces fameuses cartes-là, là, ça peut changer le portrait à la fin de la game. Que je vais tout vous les montrer si on prend le temps. Alors ici, là, comment, l'avarice de l'industrie est condamnée, là. Alors, dans le fond, là, les ateliers valent rien. Même si on est ici, c'est que la compagnie a fait faillite. Normalement, les ateliers vaudraient 1 point de victoire. Dans ce cas-là, ce n'est pas le cas. Alors, facile. Peut-être celle qui a le moins d'impact, à moins que vous soyez allé très très fort dans les ateliers et que vous ayez travaillé activement pour que la compagnie chie, là. La deuxième phrase, c'est quand on joue le jeu avancé, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Ensuite, on blâme le militaire. Fait que dans le fond, là, chaque joueur fait la somme de ses officiers, ses commandants et ses trophées et perd la moitié de tout ça en VP round down. Fait que si vous avez 3 officiers, un commandant puis un trophée, ça fait 5 en tout, vous allez perdre 2 VP. Alors ça touche tous les joueurs, mais ça va toucher un petit peu plus les joueurs qui ont beaucoup d'officiers ici, puis beaucoup de commandants, puis qui ont été commandants d'armée aussi, là, puis qui ont mené des campagnes militaires, puis qui ont récolté des trophées, ça va beaucoup leur faire mal. Ça fait mal. -1 VP pour chaque chantier naval. Fait que si vous êtes allé fort dans les chantiers navals, limite, tant pis pour vous autres. Ici, là, les despotes britanniques de l'Inde. Donc, chaque joueur qui contrôle un gouverneur, dans le fond, c'est -2 VP pour chaque gouverneur. Fait que les gouverneurs, on va le voir, là, mais à mesure que la compagnie prend le contrôle de certaines régions en Inde, elle peut installer des gouverneurs pour gérer les choses, qui est un petit poste comme n'importe quoi, le fun à avoir, puis tu sais, où est-ce qu'on peut avoir une certaine influence, mais si la game se finit encore là, une faillite, puis que cette carte-là est tirée, ben -2 VP par gouverneur, -4 VP si jamais on a voté la loi du gouverneur général, puis quelqu'un est gouverneur général, ça fait encore plus mal. Ah, puis pire que ça, là, si jamais quelqu'un a perdu, avait un gouverneur, puis a perdu ce gouverneur-là parce qu'on a perdu la région, là, dans le fond, quand on arrive ici, là, dans les événements en Inde, là, ça se peut que l'Inde se rebelle, puis tout ça, puis qu'on perde des régions. Même les gens qui ont perdu des gouverneurs à cause de ça souffrent du -2 VP, étant donné que ça reste quand même assez récent. Puis peut-être une des plus intrigantes, c'est celle-là ici, qui au contraire dit, ah non, non, le conseil d'administration finalement a été blanchi. Ils sont exonérés de tout blâme. Alors là, subitement, euh, les actions de la compagnie, là, on défait le -1 VP qu'on avait fait pour les actions de la compagnie, puis au contraire, on va faire +1 VP pour tous ceux qui ont des actions dans la compagnie. Alors ça change le portrait en crise. J'ai connu des gens que je nommerai pas, qui ont travaillé activement à tanker la compagnie, à faire faillite la compagnie, parce qu'eux autres n'avaient pas d'actions, puis les autres joueurs avaient des actions. Ben encore là, tu pognes cette petite carte-là, puis là, tu es le seul qui en bénéficie pas, puis tous les autres qui avaient perdu un point de victoire, non seulement le regagnent, mais gagnent un point de victoire en plus. Alors des fois, on peut se faire distancer au final par ça.
Il y en a peut-être que c'est le dernier vidéo sur le jeu que vous allez écouter parce que encore là, je vais citer quelqu'un dont je vais taire l'anonymat, ce qui est un peu un paradoxe, mais bon. Quelqu'un qui a dit je peux pas croire qu'on a joué 4 heures puis qu'après ça on flippe une carte, puis c'est la carte qui décide c'est qui le gagnant. C'est plus subtil que ça. C'est un petit peu plus subtil que ça. Oui, cette carte-là fait bouger les choses. Si vous êtes inconfortable avec ça, travaillez pour le bien-être de la compagnie jusqu'à temps qu'on arrive à la fin de la game. Sinon, c'est certain que si vous êtes en avance juste par un ou deux VP, vous ne pouvez pas blâmer cette carte-là d'amener du chaos. La compagnie a fait faillite, le chaos fait partie de la vie. Puis voilà. Fait que, au-delà de l'impact qu'a cette carte-là, encore là, c'est toujours la question, avez-vous eu du fun? En négociation, en rebondissement, haha, puis ah mon Chris, c'est, pour moi, c'est ça, là. Mais il faut être conscient, quand la compagnie fait faillite, cette carte-là ici, là, qui est tirée, là, ouf, ça peut avoir un impact assez drastique. Alright, je m'arrête là officiellement. Prochain coup, prochain coup, prochain coup. Bah oui, on va voir, je pense. Ah non, on va commencer à parler du chairman, puis on va commencer à parler, je pense, des différents postes, puis ce que ça fait. Puisqu'au premier tour, on ne fait pas d'embauche de rien, là, tous les postes sont comblés. Fait qu'on jump directement au chairman, puis je pense que c'est logique, c'est ça qu'on va faire dans nos explications. Fait que manquez pas la suite. À plus.